Bon, eh bien, bonjour. Merci d'être là, d'avoir accepté cette invitation. Merci, Wajdi, aussi, de te prêter à ce petit jeu, malgré toutes tes occupations, tous tes décalages horaires, tous tes transports, toutes tes pensées. Je suis Gilles Champagne, co-directeur général et directeur artistique du Trident, qui présente depuis hier Temps de Wajdi Mouawad, la toute nouvelle création, toute dernière création, qui a vu le jour à Berlin jeudi passé et qui est reparti dimanche pour arriver ici et entreprendre une longue série au Québec et à Ottawa de représentation parce que le Centre national des arts, le théâtre d'aujourd'hui, Abbé Carré, C'est Carré et Au Carré de l'Hypoténuse sont aussi des partenaires importants, des coproducteurs de cette aventure. Et tout ça se fait en collaboration avec le Grand Théâtre de Québec. Le projet est né d'une demande que j'ai faite à Wajdi pour souligner les 40 ans du Trident. J'avais envie de recevoir, j'avais envie de prendre des risques, comme je fais souvent, mais celui-là était encore plus risqué, puisqu'il n'y avait pas de texte au départ, il n'y avait pas d'histoire au départ. Et Wajdi étant un des artistes importants qui a fait sa marque ici au Trident, si on pense aux Troyennes, si on pense à Forêt et à Temps. Donc, je tenais à avoir sa présence dans ma saison. Ça n'a pas été facile. Ça a été un long temps avant d'avoir une réponse. Finalement, on l'a eu et on est très content, on est très heureux de cette aventure. Le début du projet a été d'abord de recevoir l'équipe de Wajdi, interprètes, concepteurs internationaux, québécois, en résidence ici au Trident. Alors, depuis novembre, l'équipe s'est enfermée dans la salle de répétition du Trident et a brassé, a nourri, a cherché toutes ces idées, tout ce spectacle-là, qui a fini sa résidence à Berlin durant 3 semaines avant de faire la première à Berlin la semaine passée. Cette conférence, évidemment, est pour parler de temps. Tout à l'heure, je vous céderai la parole. J'aimerais que vous vous identifiez avant de poser la question, vos questions. Et c'est fait en rediffusion simultanée avec certains journalistes de Montréal et d'Ottawa par le site Internet. Alors, sans plus tarder, je commence avec la première question. Une question très simple. Vous savez que ça se passe à Fermont, l'histoire de Temps. Alors, je demanderai à Wajdi, pourquoi Fermont? J'essaye de me souvenir comment les choses sont apparues, parce que, comme Gilles vient de vous le dire, pour toutes sortes de raisons, peut-être si vous avez envie tout à l'heure, on pourra les évoquer. Pour toutes sortes de raisons, je n'avais pas du tout envie cette fois-ci, pour cette création, d'arriver avec un cahier rempli de notes sur une histoire qui m'aurait habité et porté pendant 4-5 ans, comme c'est arrivé avec Incendie, Forêt, Littoral, Seul, Ciel. J'avais envie d'arriver véritablement avec rien. Donc, pendant l'année qui a précédé, ça faisait 1 an que je savais que j'allais commencer à répéter. Donc, pendant l'année qui avait précédé, chaque fois qu'une idée me traversait l'esprit, je la chassais le plus vite possible. C'est comme si, au fond, quand je suis arrivé en répétition au premier jour, j'avais passé l'année à avoir un couvercle posé sur un chaudron d'eau bouillante. Alors, vous savez, quand vous faites ça, il y a toujours quand même un tout petit peu de buée qui réussit à passer à travers le couvercle. Il n'y a que de la condensation. Je suis arrivé un peu avec des condensations dans mon esprit, c'est-à-dire dire rien sec, c'est pas vrai. J'avais des bribes, des trucs, j'avais Afghanistan en tête, mais je ne savais pas ce que ça allait être. J'avais passé, pour toutes sortes de raisons, l'été à lire sur la vie des rats, par exemple. Il y avait ça qui traînait, mais je ne le faisais pas du tout pour la pièce, je le faisais pour autre chose. Donc, quand la répétition a commencé, je pense que la première chose qui m'intéressait, c'est l'idée du froid. J'avais l'idée du froid, de la congélation, le détroit de Bering,
les stations de scientifiques qu'on installe au pôle Nord et au pôle Sud, les lieux qui... Alors, je me suis à un moment donné commencé à me poser des questions, mais pourquoi ces endroits-là m'intéressent? Alors, évidemment, rapidement, il y a eu chez moi en tout cas, j'ai besoin d'avoir un sentiment très fort de situation presque métaphorique, c'est-à-dire, si je prends l'exemple de forêt, la forêt avec le zoo à l'intérieur, c'était devenu une métaphore de quelque chose qui m'est très intime. Donc là aussi, je me suis rendu compte que l'isolement, l'éloignement, la folie parce que des lieux qui ne sont pas censés être habités, tout à coup le sont pour des raisons qui n'ont rien à voir avec qui n'ont rien à voir avec le naturel. Ce qui fait que Montréal est apparu, c'est que c'est une île et on a trouvé que c'est un endroit formidable pour y habiter. Qu'est-ce qui fait que Athènes est habitée? Qu'est-ce qui a fait que cette ville est née? C'est parce qu'elle est située géographiquement dans un endroit qui fait que la vie est bonne. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on habite dans des endroits où les raisons qui les ont fait construire ne sont pas naturelles? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Et je trouvais que cette question devenait métaphorique de quelque chose de très fort dans nos vies, dans l'artifice que l'on s'invente quotidiennement dans nos vies. Il y avait ces questions qui... je ne suis pas en train de vous expliquer la pièce du tout, là. Je suis juste en train de vous dire comment, au fond, à un moment donné, le détroit de Bering m'est apparu devenir un endroit trop éloigné, qui devenait trop symbolique. Le pôle Sud, je ne savais pas qu'est-ce que j'avais envie de raconter là-dedans. Et quand, en fouillant... C'est pour vous dire, Fermont, par exemple, j'en avais entendu parler par des amis comédiens qui y allaient jouer. On m'avait dit qu'il y avait un mur. J'avais fini par imaginer dans ma tête un mur un peu à la manière du Moyen-Âge, quoi. J'imaginais un grand mur au bord d'une falaise, avec des petites fenêtres qui donnent dans le vide, le brouillard. J'avais vraiment une vision qui était complètement romancée. Et ça m'est revenu, je me suis dit, ah oui, tiens, il y a le mur, puis Fermont. Et je ne savais même plus si c'était quelque chose que je m'étais inventé, cette histoire de mur, ou si c'était vrai. Donc à un moment donné, j'étais sur Internet et j'ai fouillé, et je suis tombé là-dessus. Et quand j'ai rencontré l'idée de la mine de fer, j'ai fait un lien entre la mine de fer et la guerre. Parce que la guerre, il faut bien des balles. Les balles sont faites en métal. Ce métal, il faut bien le fabriquer, il faut bien le fondre, il faut bien de l'acier quelque part. Et je me suis mis à m'intéresser sur qu'est-ce qui arrive avec le fer extrait de Fermont. Je me suis intéressé à la mine de fer. J'ai découvert qu'elle appartenait à une grande compagnie indienne dont le siège social est très, très, très loin de Fermont. Je me suis dit quand même, ces gens qui vivent très richement, par exemple ArcelorMittal, le mariage de sa fille a coûté pas loin de 150 millions de dollars. Cet homme, pour arriver à faire ce mariage, il faut bien que des gens habitent dans un mur, dans des lieux absolument épouvantables, où le froid, il fait moins 34 degrés. Entre les actionnaires, les gens qui y travaillent, la mine de fer, à qui appartient la terre, ces choses-là ont commencé à créer chez moi des sensations très, très fortes. Et petit à petit, je me suis attaché à cette ville. Tout simplement, je me suis attaché à ces gens. Quand vous allez sur YouTube, vous tapez Fermont, vous avez plein de petits films. J'ai regardé ça sur la carte. Je me suis intéressé j'ai vu ça par photo. Par exemple, j'ai fait un truc un peu bizarre, mais c'est assez intéressant. Si vous prenez Google Maps à partir de Québec et vous agrandissez ça, vous allez au niveau le plus détaillé de la carte. Et vous faites itinéraire Québec-Fermont, ça vous donne une ligne rose. Si vous faites dans le détail le plus petit, et vous prenez la flèche et vous suivez la ligne rose, ça vous prend 2h30 à faire sur votre ordinateur pour arriver à Fermont. Donc c'est des choses comme ça qui ont petit à petit infusé en moi un lieu qui est devenu absolument personnel, parce que évidemment ce n'est pas un documentaire, ce n'est pas un... C'est devenu un lieu tout à fait personnel et très représentatif de ce que je pense de moi-même.
C'est-à-dire Fermont, le Fermont qu'il y a dans cette pièce, c'est moi. Moi, dans mon rapport à l'écriture, moi, dans mon rapport à l'art aujourd'hui, dans mon rapport à ma propre vie. C'est très intime, c'est-à-dire que ce mur dans lequel on vit, le froid, c'est tout le questionnement que j'ai en ce moment sur moi-même. Et donc, par projection, je me dis que si c'est un questionnement que je peux avoir sur moi, il est possible que dans la salle, quelqu'un puisse le faire aussi sur lui-même. Un ou deux spectateurs sur... voilà. Donc c'est là où la ville de Fermont s'est à un moment donné imposée à nous comme une nécessité. On n'arrivait plus à imaginer un autre lieu que celui-ci. Bien, merci. Alors, on peut passer à une question, un commentaire. Oui, Madame Martel, Journal de Québec. Le Journal de Québec. Pardon. Mais avez-vous fini par mettre les pieds à Fermont aussi? Tout ce que vous en avez perçu et toute l'inspiration que Fermont vous a procurée, vous l'avez prise sur Internet et sur ce qu'on vous en a dit? Alors non, j'ai pas été à Fermont. C'était pas nécessaire parce qu'à un moment donné, la fiction est devenue véritablement très puissante. C'est-à-dire le lieu est devenu extrêmement fictif et il était la fiction du lieu était en lui-même totalement inspirant. C'est-à-dire, je n'avais qu'à imaginer, j'ai imaginé des lieux qui n'existent pas autour de Fermont. Par exemple, j'ai imaginé un endroit qui s'appelle la forêt de sel, qui aurait brûlé. Alors, pourquoi la forêt de sel? Dans mon esprit, je me suis imaginé qu'il y a très, 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 très longtemps, la mer devait recouvrir cet espace-là, et que la mer s'est retirée, et qu'au fond, si on fouille bien, on peut encore retrouver des coquillages et du sel. Bon, c'est probablement pas vrai, mais j'ai, par exemple... appris comme ça en passant quelqu'un qui m'a dit « Ah ouais, il fait très très froid parce que le vent arrive de Russie ». Cette chose-là, que le vent arrive de Russie, m'a énormément, beaucoup plus inspiré que si j'avais été faire un tour à Fermont en voiture. C'est-à-dire que ces dimensions poétiques devenaient en elles-mêmes extrêmement inspirantes. Là où j'essayais de faire très attention ensuite dans l'écriture, c'est que je me disais « Je ne veux pas manquer de respect ». Voilà. Par rapport à quelqu'un qui habite cette ville-là pour vrai, je ne veux pas manquer de respect. C'est là où, si vous voulez, mon attention dans l'écriture et dans ce que je disais sur la ville a été peut-être rattachée à la réalité. Je ne voulais pas manquer de respect aux gens qui habitent et qui travaillent là. Mais pour ça, je n'avais qu'à faire attention à l'écriture, à l'intérieur de l'écriture et dans la manière avec laquelle je présentais le spectacle. Voilà. Merci. Notre question? Oui. C'est irracontable. Mais... alors, comment ça s'est passé à Berlin? Alors, il faut... Comment dire? Ce qui m'intéresse, ce qui est pour moi une très très grande exigence, vraiment très grande envers moi, qui exige de moi beaucoup de courage, je dirais, le plus de courage possible, c'est la chose suivante. Comment faire pour que la salle de répétition ne soit pas un lieu d'exécution de ce que j'ai pensé chez moi, mais soit un lieu de création. C'est-à-dire, je vais vous donner une image, le peintre qui est chez lui et qui se dit « Aujourd'hui, je vais peindre un pot de fleurs ». Le pot de fleurs sera rouge, les fleurs seront vertes, etc. Eh bien, ce peintre, il va aller dans son atelier pour pouvoir peindre ce qu'il a décidé de peindre. Il ne le peint pas chez lui parce qu'il n'a pas de place. Donc son atelier devient non pas un lieu de création, mais tout simplement un outil technique pour pouvoir accrocher une toile et peindre ce qu'il a décidé chez lui. Donc sa création, elle se fait chez lui et l'atelier devient tout simplement un lieu d'exécution de ce qu'il a décidé. Ça, c'est une façon de faire. Il y a aussi une autre façon de faire qui est de faire en sorte que l'atelier en lui-même devient un
un être humain en tant que tel, où la création va se faire là, c'est-à-dire que le peintre ne sait pas. Il sait juste qu'il est là, il ne sait même pas s'il va... Peut-être qu'à la fin de la journée, il va finir par peindre avec son propre corps, mais c'est quelque chose qu'il n'avait même pas prévu. Ça s'est passé là. Ça s'est passé dans l'atelier. Donc comment faire pour que la salle de répétition devienne un lieu de création et non pas un lieu d'exécution? Ça veut dire que lorsque vous écrivez la scène que vous allez répéter pendant le lendemain matin, vous l'avez écrit la veille ou pendant la nuit, vous l'écrivez, elle est couchée la scène, vous la lisez, elle marche vachement bien, vous la lisez, vous la relisez encore, vous dites ouais, ça marche, c'est bon, on va travailler là-dessus demain. Vous arrivez en salle de répétition, les acteurs sont là, vous leur lisez la scène. Je dis, voici ce que j'ai écrit. Vous lisez la scène, bon. Et là, vous posez la question, vous dites, alors, qu'est-ce que vous en pensez? Les acteurs disent, ah ouais, c'est fort, c'est beau par rapport au personnage. On discute pendant à peu près 20 minutes. Je dis, bon, bah, essayons. Et là, on lève la scène. On lève la scène, c'est-à-dire on la met en place. C'est comme si on prenait la scène qui était couchée sur le papier et on la mettait debout. Vous avez déjà fait ça, vous, mettre quelque chose à plat, le construire, puis à un moment donné, le mettre debout 99% du temps, ça prend des scolioses épouvantables, ça s'écroule. Ben, c'est ce qui se passe. Ça s'écroule. On dit, mais ça ne marche pas du tout, quoi. Ça marchait sur le papier, mais ça ne marche pas du tout. Debout, ça ne marche pas. Mais pourquoi ça ne marche pas? Ben, c'est peut-être pas le... Ça ne marche pas. Mais pourquoi ça ne marche pas? Et là, vous pouvez passer la journée sur 3 pages, sur 3 lignes. Ça ne marche pas. Alors là, vous tournez les trucs... Puis à un moment donné, vous vous rendez compte que ça ne marche pas parce que la chaise que vous avez utilisée sur laquelle le personnage s'assoit, tant que le personnage ne s'assoit pas dessus, c'est bon. La chaise raconte autre chose. À partir du moment où vous utilisez la chaise comme une chaise, la scène ne marche plus. Mais ça, pour comprendre ça, ça a pris 8 heures. Donc, 8 heures plus tard, fin de la répétition, vous n'avez rien fait, vous avez juste compris que la chaise ne marche pas quand on s'assoit dessus. Vous rentrez chez vous, vous réécrivez la scène et vous continuez. Alors, c'est pour vous dire comment ça a été en répétition, c'est comme ça. Donc, quand je suis arrivé à Berlin, j'avais mis en scène 70% de la pièce. Il restait 30% de la pièce. Ça veut dire qu'il restait toute la troisième partie à mettre en scène. Et je n'avais que 2 semaines. Donc, je suis arrivé là avec le sentiment d'être armé d'un couteau, d'un fusil, d'une hache, d'un tablier de dynamite. Et là, c'était... On n'a pas le temps de discuter, là, il faut y aller, quoi. Et puis là, ça a été, si vous voulez, un combat épique, parce qu'il a fallu d'abord finir de mettre en place la pièce. Mais 5 jours avant la première, je n'avais pas fini de mettre en place les 3 dernières scènes. J'ai décidé de faire un filage parce que je ne savais même plus à quoi ça ressemblait. On a fait... Bon. Alors on s'est assis, j'ai regardé le filage et j'ai fait, mais ça ne marche pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Et ça ne marchait pas du tout parce que, bon, pour toutes sortes de raisons, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je voyais ce qui ne marchait pas, et pour corriger ce qui ne marchait pas, il fallait tout refaire. Pas tout refaire dans le sens tout reconstruire, mais il fallait recommencer du début et nettoyer, mais nettoyer à grande faux, là. Ça, vous savez, le théâtre, c'est très, très procédurier. Hein. La chaise, elle rentre par là. Bon, ben, si elle ne rentre plus par là, qu'est-ce que je fais? Par où elle va rentrer? Alors ça peut prendre une demi-heure pour trouver finalement la solution. Donc on a tout refait, ça a pris 2 jours. Là, on était à 3 jours de la première, et on a refait un enchaînement encore. J'avais toujours pas fini de mettre en place la pièce. On a refait un enchaînement. C'était mieux, mais c'était pas encore ça. J'avais l'impression que chaque scène était doublée. J'avais l'impression de jouer 2 fois la même scène. Il y avait beaucoup d'objets. Donc là, j'ai nettoyé première fois les objets. On a tout refait encore une fois. Et là, on était à la veille de la première. J'avais toujours pas fini de mettre en place la scène, la pièce. Il restait les 3 dernières scènes à mettre. C'est quand même la fin. Donc l'avant-dernière journée, j'ai tout refait encore. On a tout refait. Et là, ça ressemblait à un spectacle que je n'avais jamais fait, ce qui était quand même assez formidable. Et en soirée de la veille de la première, on a mis en place en une demi-heure les 3 dernières scènes. Le lendemain, je les ai retravaillées.
Et on est arrivé au spectacle, on a fait une première version du spectacle, qui s'est très bien passée. Mais je sentais qu'il y avait encore un pas à faire. Donc le lendemain, on a continué à travailler, j'ai nettoyé encore, j'ai coupé des petits machins, etc. Là, c'était au niveau du taillage. Et ensuite, il y a eu la deuxième représentation à Berlin. Là, j'ai pris des notes. On est arrivé ici, le lendemain, on a pris l'avion. Et le lendemain, on était dans la salle ici. J'ai donné les notes aux acteurs. J'ai fait encore un petit nettoyage. Hier, on a fait une allemande, c'est-à-dire on a commencé le spectacle du début, on a été jusqu'à la fin, mais rapidement. Là, j'ai eu le sentiment qu'il se passait quelque chose d'assez merveilleux. Et puis, hier, ils l'ont joué. Et voilà, donc si vous voulez, ça s'est passé comme ça à Berlin. Je ne sais même pas si j'étais à Berlin, j'étais dans un théâtre qui a été formidable dans la manière avec laquelle on a été accueillis, parce que c'est vraiment... Faut imaginer, il y a 2 décors qui ont été construits pour pouvoir faire cette histoire-là. Un décor à Berlin, un décor ici. Il y a une équipe qui a déménagé. Pendant qu'on était là-bas, il y a des gens qui venaient ici pour donner les informations techniques, pour pouvoir être prêts quand nous allions débarquer. Enfin, c'est magnifiquement épique, ça a été extraordinaire, mais j'ai jamais vécu une première comme ça. J'ai jamais vécu une semaine de première aussi exaltante, aussi passionnante, aussi dangereuse, et aussi calme en même temps. On était d'un calme olympien, tous les acteurs, les techniciens, on était calmes. C'est comme si nous avions encore 3 mois devant nous. Est-ce que vous allez continuer à la retravailler ou là, c'est terminé? Là, moi, je rentre à Paris parce que je commence les répétitions d'un autre spectacle. Là, je pense qu'ils ont besoin de l'habiter pendant 20 représentations. Et surtout par rapport à hier, ce qui s'est passé hier, j'étais très heureux. J'avais le sentiment que... vous savez, c'est vraiment une sorte d'horlogerie, puis à un moment donné, les choses tombent en place, ça fait schlock. Et ça a eu lieu hier. J'ai compris le spectacle, j'ai su ce qu'on a... J'ai compris, je sais qui il est maintenant comme être vivant. Il a son existence à part entière. Et je pense que là, les acteurs doivent faire connaissance avec lui pendant les 20 représentations à Québec. Ensuite, moi, je reviens à Ottawa. Je vais les retrouver à Ottawa. Je pense que je vais le revoir. Je vais voir ce que ça va être pour eux de le jouer sans se poser la question attends, il arrive quoi maintenant, je rentre par où? Parce que j'ai tellement changé les choses qu'à un moment donné, ils étaient... bon. Donc là, ils vont l'avoir intégré. Donc, j'ai hâte de le voir intégré, complètement habité, intégré, sans les soucis d'entrée et de sortie comme ça. Et je pense que je vais probablement faire encore un tout petit boulot dessus. Ils vont repartir ensuite pour Montréal. Ils vont faire la représentation à Montréal. Et je pense que l'année prochaine, on va se reprendre une semaine de répétition avant la reprise. Ça qui est beau avec les aventures à long terme, c'est qu'on vit avec le spectacle au rythme de sa création et dans le dialogue que l'on a avec lui. Mais par rapport, si je le compare par exemple à Incendie ou à Forêt ou à Seul, j'ai étrangement, malgré ce que je vous raconte, par exemple, Incendie ou Forêt, entre la première représentation et la dernière représentation, il y a des différences d'1h30 ou 2 heures de spectacle quand même. C'est-à-dire qu'entre la première et la dernière représentation, 2 heures ont sauté. Là, je pense qu'entre la première et la dernière, peut-être qu'il y aura 5 minutes qui vont sauter. Ça veut dire que j'ai jamais été aussi proche de la puissance d'un spectacle qu'avec ce spectacle-là, mais peut-être à cause de la méthode de travail. Bien, merci. Une autre question? Oui. Catherine Bellébélé, Radio-Canada. À la lumière de ce que vous nous dites par rapport à la forme, par rapport à l'absence de texte au départ, en quoi le résultat, finalement, encore au niveau de la forme, était différent de ce que vous avez fait auparavant? Je pense que c'est vraiment... C'est pour ça que je suis très... Comment dire? Je suis euphorique parce que je me sens vraiment libéré de quelque chose qui est... Je me sens libéré de l'hystérie, par exemple. Incendie, Forêt, Seul, Temps, c'est parfois très hystérique dans le jeu. Je me sens très libéré de ça. Je sais pas, je pensais pas qu'un jour j'arriverais à faire un spectacle calme, mais très violent. Calme, qui prend son temps, justement, qui est posé, qui ne s'inquiète plus de plaire ou pas. Parce que
quand vous êtes inquiet de l'amour que l'autre peut vous porter, vous pouvez vous dépêcher. Vous pouvez vous mettre à vous dépêcher. Vous voulez pas qu'il s'ennuie, vous voulez pas que... Bon. Et puis, me sentir tout à coup libéré de ces inquiétudes-là, ça a une répercussion très forte sur la forme, parce que du coup, le spectacle est beaucoup plus... il est à l'image de ce désir du détroit de Bering, je dirais, où j'imagine le silence qu'il doit régner dans des lieux comme ça. Ce sont des silences que j'avais jamais touchés dans les spectacles que j'ai faits. Il y a beaucoup moins de mots. Mais ils sont peut-être un peu plus taillés. C'est plus abstrait. Mais il y a toujours une histoire. Mais c'est juste un peu plus abstrait. Il y a un plus grand contraste entre la douceur de la forme. Elle est très douce. La forme est très très douce. Et la violence qui est racontée, qui elle est enfin, je crois, assez puissante au niveau de ce qui est raconté, tout simplement. L'histoire en tant que telle, les événements qui arrivent dans l'histoire sont extrêmement violents. Et là, il y a mais je ne l'avais pas pensé comme ça, c'est arrivé comme ça, une espèce de contraste très grand entre la douceur des voix des acteurs, on crie peu, la mélancolie de la musique qui est très douce, et la violence de ce qui est raconté, en fait. Il y a comme un contraste que j'avais jamais fait. Merci. Une autre question? Oui. Je pense que j'ai été extrêmement... C'est une question que je me pose encore sincèrement. Est-ce que je suis encore audible quand tout le monde vous rabâche les oreilles avec la même pièce que vous avez écrite il y a 10 ans Enfin, je dis rabâche, c'est méchant, c'est pas vrai, c'est très gentil, mais comment dire, vous avancez dans la vie, hein, puis à un moment donné, c'est bon, quoi, d'accord, ok, c'est super ce que j'ai... Mais comment dire, quand vous sentez que vous avez été très, très, très aimé pour une chose, mais de façon énorme, il y a une peur, parce que vous avez envie de faire autre chose, quoi, c'est bon, bon. Mais vous dites, jusqu'à quel point est-ce que c'est encore audible ? Jusqu'à quel point le spectateur ou la masse des spectateurs qui rentrent dans une salle, qui ont vu Littoral, Incendie, Forêt, qui les ont vus plusieurs fois, qui viennent s'asseoir dans le désir de poursuivre cette aventure-là, vont pas faire face à une forme de est-ce que je deviens un fabricateur de baignoires ou est-ce que je continue à créer, à aller dans des endroits où je connais même pas moi-même, quoi. Ça a été une période vraiment très, très compliquée. Après Avignon, c'était rude. Hein. C'était rude parce que, je fais quoi maintenant 12 heures dans la cour d'honneur, remplie, beaucoup de lettres, beaucoup de témoignages. C'était à la fois absolument extraordinaire, une consécration, une reconnaissance. Ça a une double facette dans le sens où c'est extraordinaire et c'est hyper effrayant parce que vous vous retrouvez tout seul. Quand vous vous retrouvez avec votre feuille de papier et un crayon, et tout de suite vous dites, ouais, mais ça ne sera pas Incendie, mais ça ne sera pas aussi bon, ça ne sera pas aussi... j'écris comment ? Je fais quoi ? Là, il y a vraiment un moment de... J'arrête, ou j'écris sur un pseudonyme, ou qu'est-ce que je fais ? Enfin, comment être audible ? C'était ça la question pour moi, là, pendant les 2 dernières années, tu sais, entre Avignon et maintenant, c'était vraiment des questions qui m'ont beaucoup... C'est pour ça, l'année dernière, j'ai rien créé, j'ai repris Les Trois Sœurs, la trilogie, etc. J'avais vraiment besoin de me poser et de me dire comment je peux être encore audible de façon libre. Et puis, le fil lancé par Gilles, quand il me dit viens faire quelque chose, puis fais ce que tu veux, puis je lui dis d'accord, mais ça s'appellera... Tout ça procédait un peu de désir de mettre un juste silence.
Et dire, il y aura pas, je veux dire, je ne donne pas de texte, je ne dirai pas c'est quoi l'histoire, je ne sais même pas c'est quoi. Et ça a été une sorte de solution un peu électrochoc pour moi, c'est-à-dire de me mettre dans un endroit, de me téléporter. C'est-à-dire pour me sortir du pot de miel, il fallait nécessairement être téléporté. Je n'arrivais pas à sortir du pot de miel tout seul. Et je crois que la création de temps a procédé à une forme de... Et par la forme de ce que le spectacle est, j'ai eu c'est en même temps effrayant parce que je sens que je vais peut-être devoir avoir à gérer une forme de déception parce que ça ne ressemble pas. Mais là, c'est peut-être moi qui me raconte des histoires, mais parce que ça ne ressemble pas à ce que c'est normalement. Mais en même temps, il y a une forme c'est pour ça d'euphorie, parce que je me sens vraiment... c'est comme si j'avais fait une fugue. Oui, mais ça, on ne peut pas se mentir sur soi. C'est-à-dire, moi, j'ai pas envie de faire du théâtre. Oui, la forme, puis la manière de le raconter, puis la raison, puis tous les moyens de séduction aussi, hein, qui sont... il y a quelque chose qui a, je sais pas, enfin, qui a bougé en moi, qui fait en sorte que je me retrouve dans un endroit d'expression qui, au niveau de la nécessité, n'a pas bougé. C'est-à-dire l'histoire, elle est toujours, elle pose toujours la question, mais pourquoi avons-nous autant besoin d'être consolés? Pourquoi? Et elle pose toujours cette question-là. Et comment faire pour ne pas vivre sous la coupe de son propre chagrin? Comment s'en libérer? Comment être vivant? Comment ne pas comment ne pas se piéger soi-même par son propre romantisme de la douleur? Comment être vivant? Comment malgré tout, être dans un rapport, je dirais, animal à la joie. Ces questions-là sont là depuis toujours, depuis Willy Protagoras enfermé dans les toilettes. C'est toujours cette question-là qui pour moi, m'habite, parce qu'elle m'habite réellement, elle me questionne véritablement. Mais la manière avec laquelle cela est fait, c'est qu'à un moment donné, vous avez l'impression que vous ne vous appartenez plus. Quand quelqu'un vous parle de ce que vous avez fait mieux que vous-même, il y a un moment où vous perdez vos repères, vous perdez votre... Puis le théâtre n'est pas un lieu de vedettariat, c'est pas du rock, c'est un endroit... Quand il y a des trucs qui se décalent comme ça, puis... j'avais vraiment ce sentiment de devoir faire le ménage entre le regard des autres, la reconnaissance, le désir de créer. Vous savez, il y a une chose que je trouve absolument extraordinaire, que je pense c'est cette grande comédienne américaine qui a dit, Rita Hayworth, à qui on posait la question de la célébrité, de la reconnaissance. Et elle dit, mais vous me parlez? Elle dit, moi, quand elle dit, c'est comme conduire dans une barque ou un bateau. Quand vous conduisez un bateau, vous regardez devant, nécessairement, parce que si vous ne regardez pas devant, vous risquez de prendre un récif. Mais quand vous regardez devant, la mer est plate. Quand vous me parlez de ça, c'est comme si vous me parliez du remous que fait le bateau. Alors, je dis, moi, je ne peux pas le regarder, le remous. Je dois nécessairement regarder devant. Alors je trouve ça vraiment très, très juste sur le rapport entre le remous, le remous et le vide qu'il y a devant. Et à un moment donné, je ne savais plus comment porter mon regard vers le vide. C'est pour ça que ça a été 2 années compliquées à gérer entre l'intérieur, l'extérieur, tout ça. Mais la nécessité du récit, elle n'a pas bougé. Sinon, je ferais pas. Parce que faire une pièce pour faire une pièce. Voilà, je ne sais pas si c'est clair ce que je vous raconte. Ou alors c'est ça, oui. D'autant plus clair que le lieu que vous avez choisi est à l'image, j'imagine, de ce désir de s'y laisser entendre. Oui, bien sûr. Puis quand je dis, voilà, c'est à un moment donné, le personnage d'Apolline a cette phrase. C'est pour ça, ce sont des choses très, très intimes qui ne sont pas faites, même à la limite, pour être compris par le public. Mais quand le personnage d'Apolline dit « nous vivons dans un cadavre », je sais de quoi je parle. J'ai l'impression d'être mort et que je vis à l'intérieur de moi-même et que je ne sais plus comment m'en sortir, quoi. Je mets quand même en scène un auteur qui va mourir. Je mets quand même en scène un auteur
ouais, qui va mourir de mort violente en plus. Donc il y a une série de choses qui sont mises en place, qui racontent, qui parlent prodigieusement de ce qui m'est profondément, qui m'est extrêmement intime, et qui posent un peu toutes ces questions. Merci. Est-ce qu'il y aurait... Oui, Denise? Iriez-vous jusqu'à dire que temps a été en quelque sorte une thérapie par rapport Non. à tout ce que vous Non, avez non, fait non, précédemment? non, 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 vraiment pas, parce que la thérapie, c'est quelque chose que vous faites tout seul. Là, il y a une équipe de théâtre, il y a des acteurs, il y a des techniciens, vous avez des responsabilités face aux spectateurs, vous avez des responsabilités face à l'argent public que l'on vous donne. Vous ne faites pas une thérapie avec tout ça, c'est pas possible. C'est pas une thérapie, parce que si c'était une thérapie, je raconterais, ça toucherait pas les gens. Je pense pas, en tout cas. Non, c'est politique, c'est pas thérapeutique. Politique dans le sens où voilà, on ne peut véritablement être révolutionnaire dans sa propre vie qu'à partir du moment où on comprend prodigieusement les bases de ce qui nous constitue, parce que sinon on ne peut pas être révolutionnaire envers quelque chose qu'on ne comprend pas. Il faut le comprendre. Donc, si à chaque pièce j'essaye d'aller dans un endroit où je n'ai jamais été, c'est en tout petit, dans le geste artistique, quelque chose qui peut être porté à un niveau plus collectif. Si nous faisions ça à chaque fois, c'est-à-dire si à chaque élection on se posait la question vers où aller dans un lieu qui n'est pas un lieu de sécurité, mais un lieu de création, c'est en soi devient un regard politique aussi. C'est en ça que la méthode de création est une position politique. C'est même une position poétique, mais poétique où le mot c'est une espèce de mélange entre poésie et éthique. Poétique, P-O-E-T-H-I-Q-U-E. Voilà. Et je pense que là, et ça crée des rapports éthiques envers vous-même où vous dites, je ne ferai pas quelque chose que je sais qui va plaire, que je sais faire, je ne ferai pas affaire. Je ne ferai pas de l'économie, je ne ferai pas affaire. Je ne ferai pas ce que je sais qui remplira la salle. Je vais faire création, c'est-à-dire néant, partir de je ne sais pas où pour aller je ne sais pas où, parce que je sais d'où je viens. Et c'est là où on rentre dans des rapports beaucoup plus intéressants, je pense, dans le dialogue avec les acteurs. Mais ça, j'insiste là-dessus parce que, comme c'est des matières très, très personnelles, mais ils sont inapparents, ils sont invisibles pour le spectateur. Le spectateur ne sait pas tout ça. Là, je vous le dis parce que vous me posez la question, puis à la limite, je ne sais même pas jusqu'à quel point ça peut l'intéresser. Mais ça peut l'intéresser dans la manière où on ouvre la méthode de travail vers une dimension plus politique, plus éthique que psychanalytique ou thérapeutique ou autre-tique. Oui. Claudia, Radio-Canada, souvent référence à l'espace-temps lors de la création. On sent que ça a été une source peut-être de stress. Est-ce que c'est ce qui a inspiré le titre? Non. Alors, ce qui a inspiré le titre, ça devait s'appeler toutes sortes de choses. Ça a failli s'appeler Ferraille, ça a failli s'appeler Carcasse, ça a failli s'appeler Tant. Ça faisait un peu rent-en-plan. On a décidé que ça ne serait pas une bonne idée. Je sais pas, il y a eu plein de titres. Et puis, c'est quand, en fait, on s'est rendu compte que les trois enfants étaient liés à des temps différents. Parce qu'on s'est rendu compte à un moment donné que Noëlla, le personnage de la fille, était dans le rapport aux rats qui ont envahi la ville, son rapport aux morts, son rapport à la nature. Et on s'est dit, elle a un rapport complètement mythique au monde. On s'est rendu compte que l'un des fils qui revient d'Afghanistan, Édouard, lui, passe son temps à parler de la guerre, des dates, il donne des dates, etc. Puis on se dit, c'est le rapport historique, c'est le rapport occidental au temps. Nous avons un rapport, en Occident, on a un rapport très, très
comment dire, de droite à gauche, quoi. Avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, l'histoire en marche. Et à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il y avait un personnage, le troisième fils, qui arrive et qui débarque comme ça, et qui est, grâce à l'acteur, grâce à la nature même de l'acteur, il y a une espèce d'enfant qu'on a tout de suite envie de prendre dans nos bras, qui est un être extrêmement attachant. Qui me faisait penser un peu à tous ces personnages des enfants qu'on retrouve un peu dans la Bible, qui sauvent un peu le monde sans savoir, Joseph, le petit Jésus, etc. Je me suis dit, on a un rapport complètement messianique aussi. Et c'est comme si dans cette pièce, il y avait ces trois personnages qui ne se comprennent pas parce qu'ils parlent chacun une langue différente, étaient dans un rapport différent du temps. Et je me suis dit, tiens, c'est pas loin de, au fond, quelque chose d'inconscient qui nous habite tous, puisque on est un peu dans tout ça. On est à la fois dans un désir de spiritualité très grande, on est à la fois dans un désir de comprendre le monde dans lequel on vit, et on est quand même dans un rapport à la nature qui est quand même très très fort. Par l'écologie, par les questions que la nature se pose à nous. Et c'est comme si on était vrillés tous un peu par trois temps différents. Un temps circulaire, un temps sagittal, la flèche. On espère être sauvé, on sait qu'on ne le sera pas. On a un regard quand même assez clinique sur l'histoire. On sait qu'elle est désespérante, mais en même temps, on espère que la nature va se réveiller, va nous... Enfin, tout ça crée des choses comme ça. Je me suis dit, oui, tiens, on va appeler ça temps. Et il se passe quelque chose à la fin, mais ça je ne vous le dirai pas. Il y a un mot qui est prononcé et qui crée, qui fait entendre le titre d'une autre manière, du coup. Dernier, oui, dernier commentaire. Oui, monsieur. Dans cette pièce-là, par exemple, si vous regardez Littoral, incendie, forêt, la fin se termine toujours par une prise de parole très longue, très poétique, très forte et très émotive qui crée chez le spectateur un rapport de catharsis. Fait que le spectateur est lavé. Là, j'ai fait le choix de couper ce passage-là. C'est-à-dire, je ne le donne pas au spectateur, cette chose-là. Je ne le libère pas, si je puis dire. Parce que, non, par exemple, si vous prenez Incendie, tout dépend où vous décidez de finir la pièce. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu la pièce, mais dans la pièce, si je décidais de finir la pièce, mettons, au moment où la vérité est révélée, mettons que je finis la pièce là, fin, rideau noir. La manière avec laquelle le spectateur accueillerait la représentation ne serait pas du tout la même que si je le finis là où je le finis, c'est-à-dire après la lecture des lettres faites par la mère. Le fait que je finisse la pièce à ce moment-là, j'aurais pu décider de finir la pièce encore après, parce qu'on ne sait pas ce qui arrive avec les enfants. Avec Forêt, pareil. Si je décidais de finir la pièce au moment où Ludivine meurt dans les camps de concentration, on ne sortirait pas de la pièce de la même manière si je la finis 5 minutes après le long monologue de Lou qui s'adresse à sa mère morte. Le fait de choisir, toute la question est là. Où vous finissez la pièce? À quel moment vous arrêtez? Parce que vous pourriez continuer ad vitam aeternam, hein, mais où vous arrêtez? Le fait d'avoir choisi d'arrêter là où je n'arrête pas normalement, c'est-à-dire juste avant, crée un rapport de réception beaucoup plus... je ne sais pas, parce que ça fait pas longtemps qu'on le joue, puis moi, je n'étais pas dans la salle, il faudrait peut-être demander à ceux qui étaient dans la salle, mais je pense que ça crée un rapport beaucoup plus... comment on pourrait dire ça? Pas de réponse, en fait. Il y a pas de... plus silencieux chez le public. C'est comme... Il y a quelque chose de cet ordre-là, je crois. Puis comme la pièce joue sur un rapport hypnotique, par la douceur du rythme, par la musique, par le fait qu'il n'y a pas d'hystérie dans la voix, il y a quelque chose de légèrement hypnotique qui rentre en ligne de compte, qui fait que le spectateur, je pense, sort pris dans cette contradiction entre la douceur et la violence, je crois. Donc c'est là où je pense que, quand je parlais de rapport à la déception, c'est comme je finis pas après le monologue, mais juste avant, le long monologue,
il n'y a pas catharsis. Il n'y a pas un moment de communion générale où tout le monde pleure en même temps. Et voilà, il n'y a pas ça. J'ai pas calculé ça comme ça. Je me suis dit, je vais pas faire un long monologue. Je ne veux pas faire un long monologue. Je sais pas comment dire. Je savais pas ce que ça allait. Vraiment, sincèrement, je savais pas du tout ce que ce spectacle allait être. Je sais toujours pas ce qu'il est, dans le sens où il commence à vivre. Mais je sais que je le sentais. Je me dis, si je finis ça par un long monologue là, c'est bon quoi. Ça serait tricher, mais ça serait tricher épouvantablement, ça serait tromper le spectacle, ça serait tromper le spectacle par rapport à ce qu'il m'a dit de lui. Et le spectacle m'a dit dès le départ, je suis calme, je ne m'énerve pas, on ne crie pas chez moi, voilà, et puis il n'y a pas de long monologue à la fin. Moi, je le dis simplement comme ça, mais c'est vrai qu'il y a une espèce de rapport comme ça. Bon, eh bien, merci beaucoup d'être venu. Merci, Wajdi, pour tes réponses, tes éclaircissements. Alors, juste de mentionner qu'on est au Trident jusqu'au 2 avril, au Centre national des arts du 12 au 16 avril et au Théâtre d'aujourd'hui du 19 avril au 14 mai. Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup.